Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de ce livre-ci, Le Doute de S.K. Tremen, paru chez Pocket. Ensuite on parlera d'un petit livre avec L'île au manoir de Estelle Faye, paru chez Scrinéo dans leur collection Les coups de cœur de Cassandra O'Donnell. On continuera avec une fin de saga avec le tome 3 des Mystères de Larry Spem, l'élixir ultime de Lucie Pierapajot, paru chez Gallimard Jeunesse. Et je continue encore et toujours Gardien des cités perdues, le tome 4, Les Invisibles de Shannon Messenger, paru chez Lumen. Alors, nous allons commencer avec un thriller. Oui, j'ai une petite période thriller entre Les Innocents et le Doute, j'avais envie de ça. Nous sommes dans une histoire un peu particulière puisque nous nous retrouvons avec un couple qui vient de perdre une de ses jumelles. Ça fait 14 mois que Lydia est tombée d'un balcon et qu'elle s'est tuée. Christy, sa soeur jumelle, donc reste avec eux. Ils déménagent sur une petite île vraiment paumée en Écosse. Oui, c'est ça, en Écosse, l'île de Skye, voilà, sur une île encore plus paumée. Sauf que un jour, lorsque la mère va discuter avec sa petite Christy, Christy va lui dire « Mais pourquoi tu m'appelles Christy? Je ne m'appelle pas Christy, je suis Lydia. » Bah non, Lydia est tombée du balcon. Ah non, non, c'est Christy qui est tombée du balcon. Voilà, hein? Comment vous retournez le cerveau? Donc on va suivre en fait cette famille pleine de doutes, à savoir est-ce que c'est leur petite Lydia qui est morte, est-ce que c'est Christy, la petite fille se comporte très très bizarrement. Enfin il y a beaucoup de choses qui mettent le doute à cette famille et ils vont se retrouver dans une spirale infernale jusqu'au dénouement qui ne va pas être forcément plus joyeux. J'ai beaucoup aimé, c'était une bonne lecture, la fin... je l'ai un peu trouvée un petit peu légère. Parce que tout le long, on essaye de maintenir le doute, hein. Mais il y a des théories, des fois, je me dis, mais c'est complètement, c'est pas possible, on peut pas croire à ce genre de théorie. Si, on nous la rabâche, Après, on peut comprendre, à la fin, pourquoi on nous parlait de ces théories un peu étranges. Mais j'ai trouvé que c'était légèrement tiré par les cheveux. Mais sinon ça se lit bien, ça se lit vite. C'est pas le thriller du siècle, hein, je vous avouerai. Est-ce que on a vraiment envie de savoir si c'est Lydia ou Christy? On s'en fout un peu. C'est vraiment la relation entre la mère et le père qui est plutôt intéressante. La petite fille aussi, mais on comprend pas vraiment tout. Hein, à la fin, pourquoi elle agit comme ça. Bon, c'est très psychologique, hein. Après j'y connais peut-être rien en psychologie. Ouais, c'était un peu brouillon, un peu fouillis vers la fin. Mais bon, sinon j'ai passé un bon moment parce que ça se lit vite et bien, et voilà, sans plus. On continue avec une lecture jeunesse à partir de 10 ans. On est dans un roman un petit peu horrifique, mais horrifique... pas trop effrayant pour les enfants quand même. On va se retrouver avec Adam qui a un pied dans le plâtre, qui s'est cassé la cheville et qui un soir va regarder par la fenêtre et va tomber sur une jeune fille, les cheveux noirs, dans le vent, avec une robe très légère. Elle va se tourner vers lui, elle va lui dire « aide-moi ». Sauf qu'elle est à des centaines de mètres de lui et il l'entend comme si elle était à côté de lui. Et il va s'enclencher une histoire là-dessus. Adam va comprendre que cette petite fille n'est pas forcément réelle. Et il va partir à la recherche d'un manoir qui aurait disparu lors d'une énorme tempête. On est pareil sur une petite île avec un mystère. Des sortes de fantômes, même si c'est pas vraiment ça, je vous laisserai découvrir ce que c'est. C'était agréable, ça s'est lu très vite. Après c'est pas approfondi, hein. On est vraiment dans un roman jeunesse. Il est tout petit, vraiment il fait 125 pages. Et puis voilà quoi. C'est écrit avec, vous avez vu, c'est tout illustré sur les tours. C'était sympa. Pour les enfants, je pense que c'est
un premier livre plutôt sympa à lire pour se mettre dans l'ambiance un petit peu Halloween, avec un mystère, du danger, un groupe d'enfants qui va mener l'enquête. Donc oui, je peux le recommander et après, voilà, hein, pour une personne plus adulte comme moi, je recherche plus d'approfondissement, mais cette petite lecture m'aura suffi. Et voilà, j'ai encore terminé une saga en 2018 avec les mystères de Larry Spem. J'ai été très heureuse de retrouver Liberté, Carmine et Nathaniel dans cette dernière aventure où bien sûr nous retrouvons aussi les frères de sang qui cherchent à reprendre le pouvoir à Larry Spem contre les bouchers et contre le gouvernement en place. Ces ados sont toujours aussi attachants. On les laissait dans une situation un peu compliquée dans le tome 2. Là on reprend exactement dans ce tome 3 à la fin du tome 2, donc j'étais pas vraiment perdue, je me souvenais quand même assez bien de ce qui s'était passé. On développe un petit peu plus l'histoire du sang. Là ça tourne essentiellement sur l'élixir ultime, comme vous pouvez voir au titre de ce tome-ci. Et Vérité, la comtesse, prend beaucoup plus de place. On la voyait un petit peu dans le tome 1, beaucoup plus dans le tome 2, et là dans ce tome 3 elle prend toute la place. Et j'ai bien aimé même si j'ai trouvé que la résolution se terminait un petit peu trop facilement. Voilà, j'étais un petit peu déçue que ce soit si facile au final. Je dis pas que tout ce qu'il y avait avant était facile, mais il y a ce petit truc qui fait que au final on se dit bah c'était pas si compliqué de vaincre. Mais sinon toujours pareil, hein, c'est comme je vous ai dit dans toute cette vidéo, ça se lit vite, c'est rapide, c'est addictif. Moi j'aime beaucoup Carmine, Liberté, Nathaniel. Nathaniel je savais pas trop sur quel pied danser dans les premiers tomes. Et là voilà, il a vraiment choisi sa place, il a choisi son camp et il n'en démord pas. Et finalement bah, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé, un petit peu comme Isabella. On a une belle palette de personnages et tous je trouve sont assez profondément développés. Moi ça me suffit et c'est une saga encore que j'ai beaucoup aimé parce que déjà l'objet livre est splendide. À chaque fois je suis en extase devant ces illustrations de chapitres. Je les trouve parfaits. Le livre en soi est magnifique aussi. L'histoire est vraiment pas mal à l'intérieur. Donc je peux vous conseiller cette saga parce que c'est vraiment génial. Encore une saga que j'aime beaucoup. Et donc Gardien des cités perdues que j'ai lu en lecture commune avec Wendy, donc la traqueuse de livres. Je ne sais pas trop quoi penser de ce livre. J'ai l'impression que pour Gardien des cités perdues c'est un petit peu le même schéma. Le premier tome je l'avais trouvé très bien parce que très rythmé dès le départ, on avait pas mal de choses. Et maintenant je trouve que plus les tomes avancent, plus c'est très très lent à démarrer. Chaque tome j'ai l'impression que c'est lent à démarrer. Là c'est pareil. Sophie se retrouve dans une situation, voilà, à la fin du tome 3, elle prenait une décision. Cette décision est entérinée dans ce tome 4, elle rejoint une organisation. Et au sein de cette organisation, il ne se passe rien. Ah, elle commence, il ne se passe rien. Rien. Et puis on voit apparaître un problème. Ce problème se développe. Et donc Sophie va aller enquêter un petit peu. Et puis elle va partir sur autre chose. Elle a une autre mission. Et au fur et à mesure, la tension monte pour arriver sur des trucs géniaux. Voilà. La fin, c'est bourré d'action. Ça éclate dans tous les sens. C'est magistral. On a des retournements de situation. On a envie de prendre le livre et de le secouer en disant non, tu peux pas faire ça. Voilà. Mais le problème, c'est que c'est un pavé. Il fait plus de 650 pages. Et le début est mou. Mais c'était mou. Je vous jure, c'était très mou. Après, je vous dis c'est mou, mais c'est toujours pareil. C'est écrit super gros. Et ça se lit vite. Je sais. Comme les autres. Mais c'était mou. Ça manquait prodigieusement d'action. Donc je ne sais pas si le tome 5 sera meilleur. À chaque fois j'entends que ce tome est mou, que ce tome-ci est mou, que ce tome-ci est mou. Et je me rappelle jamais lequel c'est qui est mou.
Mais si c'est le tome 5 qui est mou, qu'est-ce que je devrais dire de celui-là quoi? Parce que celui-là, franchement, le début, mais je m'ennuyais. Bon. Mais je vous dis, après la fin, c'est un truc de fou quoi la fin. Mais est-ce que on peut dire qu'un livre est bon si juste la fin est exceptionnelle? Je sais pas. Voilà, je vous ai parlé de ces 4 lectures. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Dites-moi pour Gardien des Cités Perdues si le tome 5 est mou ou pas. Ou s'il se passe plein de trucs. Parce que décidément, là, je sais pas. Le 3, bof. Le 4, oui, génial, mais à la fin. Le 5, si c'est pareil... Puis c'est des bricasses, hein, ils font tous 600 pages quoi, donc c'est un peu dommage. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.